La Corse, c'est une terre de rallye. Il y avait une telle passion ici que tout le monde rêvait un jour de faire le Tour de Corse. Je connais des très très grands pilotes qui n'ont jamais pu gagner la Corse. La Corse, c'est le profil idéal pour les gens qui aiment conduire, qui aiment le rallye. Pouvoir rouler sur des belles routes sinueuses avec des voitures extraordinaires dans un endroit comme ça, c'est super. Ce n'est pas un hasard si la Corse est devenue dans l'histoire un haut lieu du sport automobile, le rallye. Cette compétition qui consiste à rouler le plus vite possible sur des routes départementales fermées à la circulation. En Corse, vous ne faites rien sans automobile. Il y a un rapport presque charnel à l'automobile. Seul le football, à mon avis, en tout cas encore à l'heure actuelle, a créé un lien beaucoup plus fort. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres sports qui aient ce capital culturel, on va dire les choses comme ça, aussi fort. Moi, en tant qu'enseignant, il ne se passe pas une année scolaire où j'ai pas, parmi mes parents d'élèves, des gens qui sont dans le rallye. C'est vraiment ancré dans la culture insulaire. Hein. C'est vrai que le rallye, avec l'histoire du Tour, c'est quelque chose qui est véritablement ancré en nous. Même les non-passionnés se passionnaient par ce sport et par ce spectacle qu'on pouvait leur donner. Alors je crois qu'après c'est devenu un patrimoine et puis les routes s'y prêtaient bien. Puis il y a eu des garçons célèbres, hein. On se souvient des Orsini, de tous ces garçons qui ont marqué le Tour de Corse. Et c'est vrai qu'ils sont devenus rapidement des idoles sur cette île. Et puis après, c'était les plus grands pilotes du monde sont venus ici, les Walter Röhrl, les Vatanen, les Salonen, tous ceux qui ont gagné, Allen, un des Finlandais qui a gagné plusieurs fois le Tour de Corse. Et puis tous les rallyman qui ont fait les championnats du monde des rallyes attendaient avec impatience cette épreuve. Sur l'île, la première course automobile remonte à 1921. Organisée entre Corté, Aléria et Casamoz, c'est le Grand Prix de Corse. Le vainqueur, Albert Guyot, réussit à boucler les 170 km en un peu plus de 6 heures à une vitesse moyenne de 72 km/h. Une véritable performance pour l'époque. Mais ce Grand Prix de Corse est aussi endeuillé par un accident mortel dont le souvenir est toujours visible le long du tracé. 21, c'est une aventure d'abord, parce qu'il faut venir en bateau en Corse en 21. On est au sorti de la guerre, hein, les liaisons maritimes restent quand même assez aléatoires. Il y a quand même 11 participants. Il n'y a pas d'étrangers, il y en a un, mais le malheureux arrive avec sa voiture et il est malade, et finalement il ne peut pas prendre le départ, donc ils sont 11. L'idée, c'était déjà de développer, de lier finalement développement économique, tourisme et sport par l'automobile. Le modèle, c'était la Targa Florio, c'est-à-dire ce qu'on appelait improprement le Tour de Sicile. C'était ça l'idée. Et puis aussi les rallyes de Monte-Carlo. Et puis il y a aussi l'idée de se prendre en main, c'est-à-dire nous sommes capables, nous, sans l'aide de personne finalement, d'organiser ici une compétition internationale. Si l'expérience de 1921 reste sans lendemain, tout s'accélère dans les années 50. L'industrie automobile française se redresse au lendemain de la guerre. Et pour vanter les qualités des petites voitures produites en grande série, les compétitions sportives fleurissent, dont le Tour de Corse, immédiatement plébiscité par les habitants de l'île. C'est une longue histoire qui a commencé en 1956 pour la première édition, qui a été remportée par un équipage féminin sur une Dauphine. Petit à petit, ça a évolué jusqu'on devienne une épreuve du championnat de France, des rallyes. Et puis en 1973, lorsque le championnat du monde des rallyes s'est créé, bien évidemment, la Fédération française du sport automobile à l'époque a pris l'option de faire rentrer le Tour de Corse dans le championnat du monde des rallyes. La réussite, c'est d'avoir perduré en réalité, parce que organiser une fois, c'est possible, on l'a vu en 21, mais ce qu'il faut, c'est durer, et ça va durer finalement jusqu'en 2010, sans interruption, sauf 1 ou 2 années pour des raisons tout à fait indépendantes des organisateurs. Et puis 2010, le Tour est perdu au bénéfice de l'Alsace jusqu'en 2014, puis il revient en 2015 pour quelques années, puis il disparaît définitivement.
Organisé sous l'égide de la Fédération internationale, le Tour de Corse, la manche française du championnat du monde des rallyes, dit WRC, attire les plus grands constructeurs et leurs pilotes jusqu'en 2019. Profitant d'un tel engouement populaire et international, le Tour de Corse historique est créé en 2001. Ouvert quant à lui aux voitures de plus de 30 ans qui ont déjà couru en Corse. Le Tour de Corse historique remplace le Tour de Corse WRC, mais finalement c'est pas plus mal parce que là on a de vrais amateurs et tout le monde se régale de voir de vieilles ou moins vieilles, mais en tous les cas en parfait état, voitures qui rappellent des souvenirs merveilleux à beaucoup de personnes. Notre slogan, ça a été la rencontre des légendes. Donc les hommes et les mécaniques qui ont écrit l'histoire. Et on essaie de perpétuer, malgré tous les aléas et toutes les contraintes aujourd'hui. On n'organise plus du tout comme on organisait il y a 15 ou 20 ans. Et puis l'engouement populaire nous porte. C'est important ça. Lorsque vous avez dans les villages les maires qui nous disent il faut passer dans le village, ou vous faites le départ, ou l'arrivée d'une spéciale, ou le regroupement, on sent lorsqu'on discute avec eux qu'il y a cette envie, cette volonté, ce plaisir. Il y a le Tour de Corse historique qui a pris une ampleur extraordinaire en 20 ans. La première année, je crois qu'il y avait une trentaine de voitures engagées. Là, aujourd'hui, on est à 380 voitures. Et l'impact du Tour de Corse historique, c'est énorme, quoi. On ne trouve pas une chambre d'hôtel à Porto Vecchio, dans les environs, à Propriano, à Bastia. C'est pareil, quand on voit la caravane, ça fait pas loin de 1500 personnes. Les spectateurs, les médias, etc. On arrive presque à 3000 personnes qui viennent en Corse pendant une semaine, et même plus, pour essayer avant les voitures, etc. etc. Donc l'impact à cette période de l'année de 3000 personnes qui viennent en Corse, c'est loin d'être négligeable. Faire la course en Corse une fois dans sa vie, un défi qui se conjugue dans toutes les langues. Para nosotros representa quizás el mejor rally de todos los que vamos. Sobre todo los trazados son muy complicados. Para nosotros es el más extremo de todos. Et on passe dans des endroits mythiques, hein, pour tout qui aime bien le rallye, voilà, c'est juste magique. A fantastic event. Great event, the best. On a 15 nationalités représentées. Donc on a des gens qui viennent du Canada, d'Argentine, après tous les Européens bien entendu. On a des Mexicains, donc on a un petit peu des gens qui viennent des quatre coins du monde à l'heure actuelle. Ils sont amoureux de cette épreuve parce qu'ils ont toujours entendu parler du Tour de Corse, pas spécifiquement de l'historique, mais du Tour de Corse. Ils ont toujours rêvé de venir participer à cette épreuve et ils profitent pour découvrir la Corse. Le Tour de Corse historique, c'est 5 jours de compétition, près de 400 km d'épreuves chronométrées à travers toute l'île. Et si la victoire finale reste avant tout honorifique, cette course est l'occasion de sentir toute la passion des habitants pour le rallye, que ce soit au bord des routes ou parmi les participants. Comme Vincent Reynaud, un instituteur cortenais qui se prépare depuis plus de 8 mois. Dans son atelier, il a reconstruit la mythique Austin Mini à partir d'épaves. J'en ai sorti 5 du maquis. 2 malheureusement, 3 j'ai été obligé de les laisser. J'ai récupéré des pièces, mais j'ai pas pu sortir les véhicules, soit parce que c'était des endroits qui étaient trop accidentés, soit alors, comme ça m'est arrivé, il y en avait une qui était intéressante, pas loin de Porto Vecchio, malheureusement, ils avaient cadenassé. J'ai récupéré 3 bricoles dessus, et puis j'ai laissé l'épave. Avec les pièces que moi j'ai ramenées dessus, je pense qu'il doit y avoir une bonne douzaine de véhicules. Le moteur, il vient d'une épave qui a brûlé il y a plus de 30 ans. Le moteur, il est resté à l'air libre pendant toutes ces années. Quand je l'ai récupéré, tout le haut moteur, le cache culbuteur était rongé par la rouille. Il y avait de la mousse qui poussait sur les culbuteurs. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit, il est mort. Et ben, voilà. Il y a 90% des pièces de ce moteur qui sont là. C'est énorme. L'idée de départ, c'est vraiment une idée éco-citoyenne de montrer, voilà, arrêtons de jeter juste parce que c'est économiquement pas rentable de réparer. Parce que, pour preuve, c'est clair que 1000 heures de travail au taux horaire d'un restaurateur, c'est sûr que ça dépasse largement la valeur du véhicule. Mais si on arrive à sortir de ça, on se rend compte que on peut en faire quelque chose. Qu'elle soit au départ, je pense, du Tour de Corse, c'est déjà tellement improbable.
Alors si en plus on arrive à finir l'épreuve, là ça sera juste magique, quoi. Le jour J, au départ de Porto Vecchio, l'équipage touche au but. Réaliser un rêve d'enfant déjà, personnellement, parce que c'est pareil. Même si on l'a fait en moderne, le refaire en historique avec toutes ces voitures mythiques qui nous ont fait rêver, même si je suis un peu plus jeune que Vincent, toutes ces voitures-là m'ont fait rêver. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit quand on est arrivé. Je lui ai dit, ça me replonge 30 ans en arrière, voire plus, parce qu'il y a toutes ces anciennes gloires du rallye qu'on a vu passer, enfin que moi j'ai vu passer étant plus jeune. Qui nous ont donné l'envie de faire du rallye. Qui nous ont aussi donné l'envie de faire du rallye, c'est clair. Et d'être au milieu, c'est sensationnel. L'équipage de cette Mini ressuscitée rejoint les autres concurrents sur le podium de départ à Porto Vecchio. Passage obligé pour lancer la semaine de rallye. Tous partent à l'assaut des fameuses routes du Tour de Corse. Sinueuses à travers la forêt, enlaçant la montagne, flirtant avec le bord de mer, des milliers de courbes qui lui valent le surnom de rallye des 10 000 virages. Les routes sont particulières, il faut le dire. On passe du très roulant au très peu roulant, au très rapide, moins rapide, des changements de rythme permanents, des changements de revêtement permanents. C'est un rallye d'endurance qui est très difficile, en fait. Mais a priori, c'est ce que les pilotes recherchent. Ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de virages en aveugle, ça peut être bosselé par endroits, des enchaînements rapides et puis très sinueux d'un coup, avec des murets, des bordures d'asphalte. Enfin, c'est une route qui, finalement, en prise de notes et tout, est pas facile à décrire. Ça reste compliqué parce que ça va d'un côté très vite, donc beaucoup de défilements, mais par contre beaucoup de petits pièges à droite à gauche, donc un rallye très, très technique au niveau notation pour être vraiment au top là-bas, quoi. J'ai toujours adoré ces routes parce qu'elles ne font pas de pitié. Où on sait décrypter la route, où on sait lire la route, où de toute façon ça va pas très longtemps. Quand on sent la route, avec le relief, on arrive à rouler vite, à attaquer, on sait ce qui va se passer et on se régale parce qu'il y a toujours un rythme exceptionnel. La Corse ne pardonne rien. Un millième de déconcentration ou d'inattention, c'est dehors. Il y a 3 choix pour sortir de la route. C'est le ravin, un arbre ou un rocher. C'est les seuls choix qui restent réalistes. Puis des ravins, il y en a, hein. Des trous, il y en a. Et puis souvent, c'est la mer qui est en dessous. Hein. Il faut vraiment avoir une attention de tous les instants, avoir un regard extrêmement acéré sur l'endroit où on va mettre ses roues. Autrement, c'est le piège partout. Et ça me plaisait, ça. Donc les voitures souffrent, les bonhommes souffrent aussi. Lorsque le Tour de Corse se disputait au mois de mai, il faisait très très chaud à la fois dehors et dans les voitures. Lorsqu'on dit le rallye des 10 000 virages, il y en a beaucoup plus de 10 000 virages. Je crois que sur certaines spéciales, les plus longues lignes droites doivent faire 200 mètres. La difficulté de rouler vite sur ces routes est identique pour tous, car l'originalité du rallye, c'est de permettre aux amateurs de se mesurer aux professionnels sur le même terrain de jeu. Une majorité de Corses prennent donc chaque année le départ, et il n'est pas rare qu'ils partagent cette passion en famille. Regardez-moi, regardez-moi. Bonjour. Numéro 31. Pas pire, mais il y a pire que ça. Vous avez pas un PTH qui va avec. Alors, le PTH, c'est le vieux. C'est le vieux. Il est où, papa? Premier Tour de Corse en 1972. Donc, il y a 52 ans. Et donc, j'ai arrêté en 86. Et en 2015, elle m'a dit, papa, j'aimerais faire un rallye. Et à l'occasion du Tour de Corse, on a discuté, puis on a décidé de faire un rallye ensemble. 2015, c'est ça? 2016? C'est ça. Voilà. Et donc depuis, on roule ensemble. On en fait 6 ou 8 par an. Et Tour de Corse, c'est le passage obligé de tout Corse qui se respecte. Voilà. Oui, moi j'ai toujours connu en fait les histoires de rallye de mon père. Je suis née en 87, donc juste après qu'il arrête. Et donc j'ai toujours eu envie de connaître ce que c'était. Mon grand frère avait eu la chance de vivre un peu ça. Bon, il était petit, mais il allait sur les rallyes avec papa, etc. Et voilà, et donc quand il a repris le rallye, je me suis dit, bon, on y va, quoi, on essaye et on verra bien si ça me plaît ou pas. Et puis en fait, à ma grande surprise, ça m'a beaucoup plu. C'est pas papa et fille, c'est pilote-copilote et c'est parti, on roule et on est concentré, on débite les notes, les virages et ça se fait tout seul en fait.
En Castagnic, près du village emblématique de La Porta, où des dizaines de Tours de Corse ont fait halte, la passion du rallye s'étale sur plusieurs générations autour de Yannick Rossi. On a 3 générations dans la famille, on a mon père, moi-même et mon fils. Et du coup, on se trouve avec des voitures qui ont fait rêver chacun d'entre nous. Et on essaie un petit peu, chacun à tour de rôle, se faire plaisir et d'amener chacun notre petit plaisir de l'époque dans la collection familiale, quoi. Moi, j'aime pas trop le terme de collectionneur. Je préfère dire qu'on est des passionnés parce que quand j'entends collectionneur, je pense souvent aux gens qui laissent les voitures comme des maquettes en statique dans les garages. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il faut quand même en profiter. Les voitures, il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles roulent. Alors ça, c'est plutôt années 70. Ça, c'est début des années 80, la 037. Donc début des années 80 et fin des années 80, la S1. Voilà, ça traverse 20 ans de rallye. Autour de Yannick, hôtelier restaurateur, son fils Giovanni et son père Jean, on aime partager la passion du pilotage avec les amis, le plus souvent autour d'une bonne table. Plus près des voitures, c'est l'expérience de Yannick qui parle, à son fils et à ses amis copilotes. Là, tu penses contre ça et ça, tu as les 2 secondes et demie. À 23 ans, Giovanni est un espoir du rallye en Corse. Avec son copilote Kylian, il participe au championnat d'Europe au volant de voitures modernes. Le rallye, on a hâte que ça commence. Et quand on est dans la course, on a hâte que ça termine. Et après, quand il est terminé, on se dit qu'il est déjà terminé. Donc c'est contradictoire. Moi, ce que j'arrive pas à faire, c'est de rouler sur le même rallye que lui. C'est-à-dire rouler moi avec une auto et lui avec une autre. C'est très compliqué pour moi parce que j'arrive pas à me concentrer et du coup, je suis toujours inquiet. Donc c'est pour ça, lui, il roule en Europe et en France. Et moi, j'essaye de me faire mes petits rallyes ici en Corse, 2-3 par an, voilà. Après, il ne faut pas que je sois devant non plus. Oui. Moi, je vois les temps qu'il a fait. Par exemple, l'année dernière au rallye de Corté, les temps qu'on fait cette année, nous. Oui. On compare un petit peu, on va savoir où on en est quand même. C'est intéressant. Hein. Cette passion pour la vitesse n'empêche pas le danger et les prises de risques qui sont bien réelles dans ce sport. Et ça ne date pas d'hier. Comme en témoigne Jean, la voix de la sagesse de la famille. C'est stressant lorsqu'il court, mais le stress, c'est plus le... Enfin, j'en ai autant que le père, mais ça me fait plaisir que le père en ait aussi. Voilà, comme ça, il comprend ce qu'on a passé avec sa mère au bord des routes. Il y a beaucoup de jeunes dont le père était pilote de rallye, hein, et ça fait plaisir de voir la nouvelle génération. Cette journée familiale se ponctue par une balade sur les routes de Castagnic. Giovanni Rossi, au volant de cette Alpine Rallye dernière génération, comme un clin d'œil à l'histoire du Tour de Corse, puisque c'est l'Alpine A110, dite la berlinette, qui a gagné ici le premier rallye de France au championnat du monde, 50 ans auparavant. À l'époque, c'était la meilleure voiture du moment. C'était une voiture très légère, elle faisait 650 kg, 183, 185 chevaux pour les voitures d'usine. Donc ça faisait un rapport de poids-puissance exceptionnel et c'était la voiture imbattable pendant plusieurs années. Et tous les pilotes français de cette époque-là, et même après, on roulait avec des berlinettes, que ce soit Terrier, Darniche, Andreuet, Freckelin, Ragnotti, en Corse, Piero Orsini, Jean-Pierre Manzagol. Jean-Pierre Manzagol et Piero Orsini étaient les 2 meilleurs pilotes corse de l'époque. Bon, tous ces gens-là ont tous roulé en berlinette, se sont fait connaître en berlinette, et ça a été la grande voiture des années 70. Au-delà des grands noms du pilotage, certaines voitures sont restées indissociables de l'histoire du Tour de Corse. Car pour gagner sur l'île, seules les autos légères et agiles dans les virages étroits étaient favorisées. Bernard Darniche, 6 fois vainqueur du rallye, l'a remporté avec l'Alpine, puis au volant d'une italienne, la Lancia Stratos. Quand j'ai commencé en 75 à courir avec la Lancia Stratos, j'avais mes temps de référence avec l'Alpine. L'Alpine était plus rapide que la Stratos. Hein. Moi, j'ai souffert dans ces voitures. On a tous souffert dans ces voitures. Il faut quand même savoir qu'il y avait 65 degrés dans les voitures, qu'elles étaient impossibles à conduire. On avait tous les avant-bras de Popeye, hein, avec des biscottos pas possibles. Pour arrêter une voiture de cette époque, il fallait mettre 80 kilos sur la pédale de frein. Aucune assistance, nulle part. Les liaisons au sol, c'était « va comme je te pousse ». Si on n'avait pas vu une compression ou une détente dans une cuvette, on avait 2 roues arrière qui sautaient en l'air et c'était quasi la catastrophe. On ne pouvait pas se récupérer.
elles étaient vraiment très compliquées à conduire. Je suis vraiment très fatigué, j'ai mal au bras, j'ai mal partout. La voiture n'est quand même pas une voiture de course, une voiture de série qui a été transformée, c'est fantastique, je trouve. Des voitures encore plus compliquées à conduire arrivent au début des années 80. Elles s'appellent Renault 5 Turbo, Peugeot 205 T16, Lancia Delta S4 ou Audi Quattro. Surpuissantes, elles correspondent à l'âge d'or du rallye international. Ce sont les voitures de la catégorie dite du groupe B et elles sont restées mythiques. C'était la débauche, oui, la débauche du n'importe quoi. On mettait des gros moteurs sur des voitures qui n'étaient pas capables d'accepter ces gros moteurs. Quand j'ai développé l'évolution 2 de la Peugeot 205 Turbo 16, la voiture était beaucoup plus puissante que l'évolution 1. Elle était beaucoup plus sophistiquée et surtout elle n'avait pas de direction assistée. Et faire un tour de Corse avec des voitures qui ont des pneus larges comme ça, avec des appuis aérodynamiques, donc c'est très lourd à conduire. Et vraiment là c'était pour moi vraiment le combat permanent. Quand on fait du moderne, qu'on prend une voiture historique comme ça dans les configurations d'époque, c'est marrant. Hein. On se demande même, c'était des funambules les mecs à l'époque. Hein. Et du coup, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas d'assistance. Les trains, c'était pas les trains d'aujourd'hui. Le freinage, bon, il y avait beaucoup de choses complètement différentes. Hein. Suite à sa victoire en 1982, le constructeur Renault a même rebaptisé sa R5 Turbo au nom du Tour de Corse, comme un hommage à cette course si difficile à gagner. Le problème des groupes B, c'est des prototypes, puisque pour l'homologation, la Fédération internationale, la FIA, a obligé chaque constructeur à construire 200 voitures. Mais les 200 voitures construites, c'était des coques, elles n'avaient rien de commun avec les voitures de course. Des voitures qui faisaient 500 chevaux, qui étaient en plastique, qui en magnésium, hautement inflammables. Et il fallait être vraiment en hyper condition physique pour conduire ces voitures-là. C'était un coup super médiatique et pour le marketing, c'était excellent. Donc pour présenter une voiture de série, en même temps qu'on faisait de la compétition avec une voiture qui avait le même look. En gros, pour vous dire, bon, une voiture normale de course maintenant, en WRC, ça fait 1 tonne 250. Nous, nos voitures faisaient 900 kilos, donc c'était très léger. Donc sécurité minimum, tout était vraiment optimisé pour gagner du poids et avec des puissances phénoménales. On n'a jamais eu ces puissances-là nulle part. On avait plus de 500 chevaux, donc sur des voitures de 900 kilos, c'était des dragsters sur la route. Et c'était tellement extrême qu'il y a eu pas mal d'accidents. Le seul problème de ces voitures, c'était pas la puissance. La maîtrise, je veux dire, un pilote, on lui donne 500 chevaux, 600 chevaux, il est content, il maîtrisera toujours la voiture aussi bien. C'était la confection de la voiture, qui était des châssis tubulaires. Et peut-être que la sécurité, à ce moment-là, n'était pas tout à fait présente et le risque était aggravé pour les pilotes, c'est vrai. Car si la Corse a permis de sublimer ses voitures d'exception, c'est aussi sur l'île que le monde du rallye a connu ses heures les plus sombres. De groupe B, malheureusement, il y a de tristes mémoires, hein, puisque Attilio Bettega s'est tué ici, sur la spéciale de Zeroubi à Pondacoravo, et Henri Toivonen s'est tué dans la spéciale du Pont de Castir, là, avec la S4 qui était un monstre. Quand on a vu de la fumée au loin, on a cru que c'était un feu, comme on avait de temps en temps à l'époque par les spectateurs qui faisaient des brochettes ou je sais pas quoi. Malheureusement, quand on est arrivé sur l'accident, on a vu ce feu, mais on a dit bon là, s'il n'y a pas de spectateurs, c'est pas un feu normal. Et d'en face, on a vu tout de suite qu'il y avait la voiture, quoi. Et on a vite fait demi-tour, on est venu, mais on ne pouvait pas approcher des flammes. La voiture était sur le toit et eux bloqués dedans. Donc après, petit à petit, les voitures sont arrivées et on était là, on était complètement tous abattus. C'était un drame. C'était le plus mauvais moment de notre carrière à tous ceux qui étaient là ce jour-là, quoi. Parce que c'est insoutenable de perdre des copains, même si ce sont des adversaires. J'étais à l'arrivée de la spéciale où s'est tué Henri Toivonen. Mais la notion du risque en sport auto, on la connaît, on la vit, même lorsqu'on est dans la voiture, mais on n'y pense pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très subjectif. C'est là, c'est autour de nous, mais en fait, on l'évacue. Seule la vitesse, seul le plaisir font que ça prend le pas sur tout le reste, quoi, tout simplement. Suite à cet accident, le 2 mai 1986,
le président de la Fédération internationale de l'automobile prend la décision de supprimer cette catégorie devenue trop dangereuse et poussée à l'extrême. Le groupe B entre alors définitivement dans la légende du rallye après 4 ans d'existence. Pourtant, pour de nombreux amateurs et spectateurs, cette période restera la plus mémorable de l'histoire du Tour de Corse. Je pense que les Corses aiment la compétition. Tous les Corses avaient leurs favoris. Hein? Alors, il y en a qui se démarquaient par rapport à d'autres. Alors, je me rappelle, il y avait des fans du pauvre Attilio Bettega, par exemple. Ils étaient combien? Une centaine arrivés de Sardaigne pour soutenir Attilio. Hein? On a eu la chance de connaître tous ces grands pilotes. Au fil des Tours de Corse, tous les grands noms du rallye ont fait halte à Cuenza, dans l'auberge de Félicien Balesi, pour s'accorder un moment de repos et de convivialité. Pas un pilote ne manque dans son album souvenir. Jean Todt, jeune, ça s'est pris à la remise des prix à Ajaccio, avec les principaux dirigeants de l'époque. C'est très important, oui, d'avoir trace de tous ces souvenirs. Avec les pilotes, les copilotes, les familles, les repas, avec peut-être 20-30 pilotes différents aux mêmes tables, en train de partager, de rigoler, tout ça. C'est des moments vraiment de grande ferveur et on était tous heureux comme tout. À quelques kilomètres de chez Félicien, cette épingle célèbre du Tour de Corse continue de faire vibrer les spectateurs, comme Josette, qui partage la passion du rallye avec son petit-fils. Mon meilleur souvenir, c'est là, hein, parce qu'on était tous déjà les gens du village, on se connaissait, on était voilà, il y avait beaucoup de monde. C'était le Tour de Corse, mais c'était la fête. Mais avant, il y avait des spéciales de nuit. On se levait à 3 et 4 heures du matin, on allumait le feu et on attendait que les voitures passent. On les attendait. Comme le Messie, c'était vraiment quelque chose de... Pour nous, c'était important. Parce qu'on n'avait pas grand-chose à l'époque. On était jeunes, hein. On se regroupait là-bas. Alors, il y avait le voisin qui apportait la cafetière avec le café chaud. Ah, c'était la fête, c'était la joie, le Tour de Corse. C'était vraiment plein. Hein. Du monde de partout. Toutes les spéciales étaient bondées. Les Corses se mettaient en 4 pour nous recevoir. Ça passe par des invitations à manger chez l'habitant, ça passe chez les restaurants, les hôtels. Enfin, c'était la fête. Tout le monde vivait pour le Tour de Corse. Parce qu'il y a une âme ici, quoi. Et donc, tous ces gens de la région, de cette île, ont une passion pour le sport automobile. Alors c'est devenu des amis, on passait du temps chez eux, on passait du temps, on leur consacrait, on les emmenait même dans nos voitures. Il y en a plein qui ont des témoignages. Quand je reviens comme ça, moi, quelques dizaines d'années après, il y en a plein qui viennent me voir en me disant « J'ai eu la chance de monter avec vous dans une R5 Turbo, dans une Turbo 16 », donc c'est des moments d'exception qu'ils ont vécu. Et ça, quand ils nous le ressortent, on est content. On sait qu'on a collaboré à cette vie de la Corse. J'ai eu cette espèce de communion avec ce pays que les Corses ont senti tout de suite. Je me rappelle, à l'époque, on tournait en rond le soir, il n'y a pas de restaurant. Je me rappelle une brave grand-mère corse qui... Ah, je vois quand même que vous avez faim. Il était 8 heures du soir. Ben, venez à la maison, je vais vous faire quelque chose. On avait passé une soirée merveilleuse. Et au moment où je suis parti, elle m'avait mis une poignée de sel dans la voiture. Elle me dit, avec ça, vous allez gagner. Et la croix de Sainte-Lucie, ça porte chance. Je les ai toujours gardées. Toutes mes victoires, j'ai eu cette croix de Sainte-Lucie dans la poche de ma combinaison. Mais pour vous dire à quel point, une dame corse, une grand-mère corse, elle était en communion avec le Tour de Corse, quoi. Parce que tous les gens sont en communion avec le Tour de Corse. Parmi les nombreux spectateurs, les deux copines Laura et Myriam semblent plus concentrées que les autres. Pour elles, le rallye est une passion qui débute dès le plus jeune âge. C'est sûr qu'elles sont nées dedans, hein. Elles sont nées dans des voitures de course, quoi. Quand ils étaient tout petits, ils avaient peur, hein. Quand on allait voir les rallyes, elles mettaient un casque de protection parce qu'elles voulaient les voir passer mais pas entendre le bruit. Mimi, elle démonte, elle remonte, elle peint, elle ouvre les moteurs, elle fait tout et elle remonte tout. Laura, elle fait du faisceau, elle fait tout ce qu'il y a après, à la finition, tout ce qui pose de l'intérieur, de l'extérieur. D'ailleurs, elles ont construit une voiture entièrement toute seule. C'est des filles, elles font ce que j'aime.
Elles sont ou de la montagne ou de la mécanique. Donc, Dans l'univers des sports mécaniques encore très masculins, le duo d'Ajaxiennes a su s'imposer petit à petit avec mérite et abnégation. C'est vrai qu'au départ, alors c'était un peu original, on dira. Et bon, c'est vrai qu'après, on a fait, à force de faire quelques rallyes, et bon, maintenant on est rentré dans les meubles, hein, ils font plus attention. Mais au début, souvent c'était un peu, on se taquinait, ils nous taquinaient, dire vous n'avez pas mieux à faire que de venir nous embêter ou quoi que ce soit. Mais bon, après on a toujours repris, à la magagne comme on dit, et ça s'est toujours super bien passé, quoi. On est quand même, surtout au niveau insulaire, on est quand même bien connus, et je pense que les gens aussi apprécient, quand on est là, ils se disent ah ben les filles, tu vois, elles roulent, voilà, c'est sympa, c'est toujours sympa. Il n'y a pas d'ordre établi entre Myriam et Laura. Pilotes, copilotes, elles vivent leur passion intensément sur la dizaine de rallyes amateurs auxquels elles participent chaque année en Corse. On essaye de faire dans le rallye une spéciale chacune pour qu'il y ait vraiment un roulement, que bon, un problème mécanique ou autre arrive, donc on essaye de rouler toutes les deux. Mais ça va, ça vient assez naturellement, on dira. En tant que copilote, on se laisse porter et il faut avoir confiance à 1000% parce que bon, on peut rien faire à part se laisser porter, justement. Avec Myriam, c'est très bien. Après, je pense que ce soit Myriam ou moi, on pourrait pas le faire avec n'importe qui. Après, en ressenti, c'est compliqué à décrire, hein. Déjà, c'est route fermée, c'est une voiture de course, ça vibre, il y a du bruit, on peut couper les virages, on sent le grip. Il y a plusieurs ressentis comme ça, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est des sensations particulières, hein. Puis après, c'est vrai que quand on est au volant, finalement, on calcule pas tout ça. Fait que ce soit sinueux, que ça tourne, tout ça, la vitesse. Limite, en fait, on n'y fait plus qu'à, hein. Avec la concentration. On a quand même des sensations, mais on se rend pas compte, des fois, de se dire, là, tu te rends compte, si t'es en fond de 5, en fond de 6, du coup, ça fait quand même vite, mais sur le coup, on s'en rend pas compte. Elles qui courent en catégorie moderne connaissent leur voiture par cœur, tant au niveau de la conduite que du point de vue mécanique. Un domaine qui demande toujours beaucoup d'énergie. Ça prend du temps, mais après, c'est vrai qu'on regarde pas, comme toute personne passionnée, on regarde pas le nombre d'heures, on regarde pas les moyens qui sont mis. Si on commence à calculer et à regarder le temps que ça prend, on a du mal à suivre. Là, je veux dire, dès qu'on a un moment, on se dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va bosser sur la voiture, qu'est-ce qu'il y a à faire? On y va, on prépare, il faut commander ça, on commande, on change. C'est le plaisir aussi de partir découvrir même de nouveaux rallyes, de nouvelles routes, de nouvelles régions, de nouvelles personnes, et d'en faire aussi profiter même notre entourage et tout ça. Donc voilà, c'est un plaisir, mais c'est une façon de vivre en fait. Lui aussi aime mettre les mains dans le moteur. C'est même une obligation pour Vincent Reynaud et son équipe, arrivés au parc d'assistance du Tour de Corse historique à Bastia Borgo. Dès qu'on est à l'assistance, le rallye, c'est de l'échange, c'est du partage, même chez la concurrence. C'est-à-dire que là, on a besoin de pièces. Bon, l'équipe qui nous donne ce matos, ils ont eu un problème de bouchon d'huile. Ils risquaient de ne pas pouvoir prendre le départ. J'en avais un dans mon assistance, je leur ai donné. Là, à l'inverse, on a besoin de changer le ressort d'origine et ils en ont en stock. En 2016, au Tour de Corse WRC, on a cassé le moteur, mais vraiment cassé en spécial. On a rapatrié la voiture ici, puisque les assistances se faisaient ici. Donc d'Ajaccio, on l'a tiré jusqu'ici. Et sur ma Lotus de tous les jours, j'ai démonté le moteur, on a enlevé celui qui était cassé, on a mis l'autre. On a bossé jusqu'à 3 h du matin. Et à 7 h, on présentait la voiture pour continuer le rallye, qu'on a fini. S'il veut continuer l'aventure, il doit donc ménager sa monture. L'entraide, le système D, l'échange de pièces mécaniques, c'est aussi ça l'esprit rallye cher aux insulaires. Dans les épreuves régionales, ça ne fait pas exception, surtout quand on roule dans une voiture économique, comme Gérard Nicole, qui se fixe un budget annuel. Entre 8 et 10 000 euros, tout compris, reconnaissance, carburant, sans problème mécanique. Révision, tout ça, on était à peu près dans les 8 000 euros, et les engagements. On va dire c'est budget mini, on fait attention à tout et on calcule tout. Avec cette voiture-là, le budget, ça va. Mais dès qu'on passe sur d'autres catégories, ça commence à coûter, quoi. Ne serait-ce en entretien. S'il ne peut pas se permettre de s'inscrire dans les rallyes les plus prestigieux, en revanche, la popularité de sa voiture atteint des sommets.
Sa carrosserie couverte de taches y est pour beaucoup. C'est pour faire une déco rapide dalmatien, quoi. Enfin, dans mon esprit. Et les gens l'ont appelée la vachette. Donc les gens la reconnaissent au bruit, déjà, elle a un bruit un peu particulier, et puis sa couleur. Certaines personnes que je croise ne savent même pas que c'est moi qui la conduis, quoi. Ils connaissent la voiture. Ils disent, oui, je suis passionné de rallye, je regarde les rallyes. Je leur dis, moi aussi, je fais des rallyes. Ah bon? Oui, la vachette. Ah, oh, d'accord. Ça, ils connaissent la voiture. Pour ceux qui sont montés dedans, les sensations ne sont pas les mêmes que sur une grosse voiture. Là, c'est petit, c'est léger, on sent tout, quoi. On sent la route. Certes, on n'a pas les freins d'une grosse voiture, on n'a pas la puissance d'une grosse voiture. Mais en descente, on va aussi vite que certains, quoi. Je veux dire, à partir du moment où ça descend, c'est bon, hein, ou plat, hein, même. Hein. En montée, bon, il n'y a que 100 chevaux. Hein. Ça reste une AX. Sur le Tour de Corse historique, chaque concurrent débourse 4 000 € pour s'inscrire. Un investissement assumé pour le Cortonnais Christophe Casanova, déjà vainqueur de l'épreuve, qui s'est entouré d'une équipe pour tenter de gagner une seconde fois. Ce qu'on oublie souvent, c'est la logistique autour du rallye, parce que c'est un rallye en ligne. C'est un rallye où on part le matin d'une ville, on arrive le soir dans une autre ville. Et tout ce qu'il y a autour de ça, toute la complexité de la logistique, donc avoir les bonnes pièces, les bons pneus au bon endroit, c'est quand même un boulot, quoi. C'est pas... Alors après, ça dépend à quel niveau on veut le faire aussi, mais si on veut le faire à un niveau pour être performant, il y a quand même un travail à faire. Et il est bien placé pour savoir que le rallye se joue à presque rien. Sur peut-être depuis le début 150 km de spécial, peut-être. Ouais. À peu près, hein, 100 ou 130 ou 150, on est quand même ex-aequo, 4e ex-aequo, donc ça se joue quasiment à la seconde. Hein. En 2019, moi, je perds le Tour de Corse. Ah oui. Je perds le Tour de Corse pour 1 seconde. C'est-à-dire je finis 2e à 1 seconde. Donc. Sur 350 km de chrono, ce qui peut paraître énorme, et ben, des fois ça se finit à 1 seconde pour gagner ou pas le rallye. Chez les professionnels aussi, la Corse se gagne à quelques détails près. En 1995, sur 500 km d'épreuves chronométrées, Didier Auriol signe sa dernière victoire au Tour de Corse avec seulement 15 petites secondes d'avance sur le deuxième. Il égale alors le record de 6 victoires de Bernard Darniche et on n'obtient pas autant de succès par hasard. Globalement, j'appliquais toujours ma philosophie, une voiture facile, bien dans sa tête, et le plaisir. Parce que je pense que le plaisir du pilotage, c'est très important aussi. Parce que si on ne se fait pas plaisir avec sa voiture, de toute façon, on n'arrive pas à aller vite. Donc ce plaisir, je le recherche dans la maîtrise de la voiture et dans les réglages de la voiture avant. Et puis, j'ai toujours opté pour avoir une voiture facile à conduire, efficace bien sûr quand même, mais facile, pas physique. Parce que les spéciales de 45, 50 km à cette époque-là, il fallait les gérer physiquement. Donc je préférais la facilité à l'efficacité. Et puis ça a toujours très très bien fonctionné comme ça. Devenu tellement à l'aise sur le Tour de Corse qu'il l'a gagné avec 3 constructeurs différents. C'était l'âge d'or. Oui, bien sûr. Je suis heureux. J'ai connu un des meilleurs moments du rallye. Dans ces années 90, oui, je pense, oui. Durant ces années-là, le rallye offre à la Corse un rayonnement international. Les images de l'île font le tour du monde avec en tête la belle route côtière de Calvi à Porto, la spéciale Notre-Dame de la Serra. Le bord de mer avec un ravin où on y jette la tour Eiffel, on n'entend pas tomber. Route un peu plus large, bon grip, très rapide. Oh, j'adorais cette épreuve. En plus, les rochers rouges et tout, c'était magnifique. J'adorais cette épreuve. On longe la mer, en tant que copilote, c'est paradisiaque. Faire un rallye ici, je ne vais pas dire que c'est le plus beau rallye du monde, mais ça ne serait pas objectif. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin en tout cas. Notre-Dame de la Serra, qui passait par le col, je crois, de Fango, était une des épreuves que j'appréciais le plus. Il y avait un rythme très très changeant, il fallait adapter, justement, savoir attaquer au moment où il faut, se relancer, enfin voilà, donc c'est un rythme particulier à trouver quand on fait une spéciale de 40 km. Pour moi, je vous donne mon avis personnel, c'est vraiment une spéciale où il faut en avoir. Et cette spéciale est naturellement devenue une classique d'un Tour de Corse où les pilotes français n'ont cessé de briller. Si vous regardez bien, les constructeurs en Corse faisaient appel à beaucoup de Français. Hein. Toutes les marques avaient leurs pilotes français. Je parle de Lancia, Ford,
et bien d'autres ont gagné, il valait mieux avoir un bon pilote français. Et beaucoup de pilotes, si vous voulez, ont une telle aura en Corse que ça les motive. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Hein. Puis c'était leur terrain de jeu, quoi. Nous, les Français, on était réputés d'avoir cette spécialité qui était l'asphalte. Parce que c'est vrai qu'en France, on a un très bon réseau routier que n'ont pas les Scandinaves. Les Scandinaves, eux, avaient la spécialité de courir sur la terre et la neige. Et nous, on avait cette étiquette de pilote asphalte. Donc on a pu le faire évoluer. Et puis on a vu ces dernières années avec des garçons comme Loeb et Ogier et Didier Auriol, qui a été le premier champion du monde français, qu'on pouvait s'adapter à tous les terrains. Donc c'était une image que l'on avait. Mais c'est vrai qu'on venait chercher les meilleurs Français pour pouvoir gagner ce rallye-là. Et bien sûr, on le sait que les Français ont un beau palmarès sur le Tour de Corse. Pendant 14 ans, le titre de champion du monde des pilotes des rallyes a été occupé par un Français. Sébastien Loeb d'abord et Sébastien Ogier après. Donc l'impact sur le Tour de Corse, sur la France, sur l'Europe, a été extrêmement important, puisque indirectement, la renommée de ces deux pilotes a rejailli sur le Tour de Corse. Hein. Le meilleur souvenir, ça reste quand même où je gagne le titre en 2004. Il y avait encore mon père, c'est le seul titre auquel il a assisté parce qu'il est décédé tôt. Donc ouais, j'ai les souvenirs d'avoir mon père là-bas, la famille, les copains, toute l'ambiance de mes débuts en fait, où j'avais beaucoup de potes qui me suivaient aussi encore et tout. Ce qui a diminué avec le temps parce que chacun a sa vie et puis bon, l'Europe qui gagne. Après voilà, mes copains se sont habitués, mais au début c'était l'événement autour de moi quoi. Donc ouais, c'est des images qu'on n'oublie pas. Performance encore plus exceptionnelle, Sébastien Loeb réalise le Grand Chelem en 2005. Il remporte toutes les épreuves chronométrées du Tour de Corse, un 12 sur 12 que seul Bernard Darniche avait réussi avant lui. Au début, c'est l'une après l'autre. Après, quand tu arrives le samedi soir et que tu as déjà tout gagné, tu te dis bon... Et pourtant, c'est pas ma façon de faire normalement. Hein. J'ai toujours essayé de focaliser mes objectifs sur l'objectif principal. Mais vu que j'étais bien dans mon élément, que tout fonctionnait bien et que j'étais à l'aise... À un moment, on se prend un petit peu au jeu. On dit, bon, on essaie de continuer quand même sur le rythme. Jusqu'à présent, ça marche, donc pas de raison d'arrêter. Gagner la Corse, on sait qu'on l'a gagné une fois. Quand on l'a gagné une fois, déjà, le fait de l'avoir gagné une fois et avec une belle manière, ça m'a soulagé. À chaque fois que j'allais en Corse, je me disais pour me réassurer, tu l'as gagné une fois, si tu ne regagnes pas une deuxième fois, mais tu l'as gagné une fois. Moi, j'ai eu cette espèce d'opportunité, c'est pas de la chance, mais d'être fait pour ça, quoi. J'avais un niveau, un rythme qui me permettait d'aller très très vite, plus vite que la plupart, mais sans me mettre dans le rouge. Et les autres années, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a été des victoires à l'endurance. Eux aussi ont enduré ces routes pendant une semaine. Et au moment de franchir la ligne d'arrivée, même en historique, finir un Tour de Corse reste un accomplissement pour tout pilote de rallye. On vient de finir la dernière spéciale, on était en bagarre avec un Claude BM et ça s'est très bien passé, on finit 5e. Et une super semaine, une super ambiance et on s'est bien régalé. J'aime les gens qui sont en bord des routes et ça me fait plaisir quand on me dit qu'on aime nous voir passer parce que c'est le but, c'est parce que si la personne au bord des routes finalement ça serait morose. Donc il faut que tout le monde soit content, aussi bien nous que les organisateurs que les spectateurs. C'est énorme, il y a tout qui monte là. 8 mois de travail qui se terminent par une réussite. Hein. Et Dieu sait si c'était pas gagné. Ah, on a eu quand même quelques mésaventures. Ça s'est fait peur quelquefois, oui. Mais oh non, très 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 content. On l'a fait. On pourra dire qu'on l'a fait, voilà. On est là. C'est encore un Tour de Corse différent de tout ce que j'ai pratiqué. On est toujours dans ce milieu du sport automobile. On côtoie toujours les commissaires qu'on connaît depuis 50 ans. Ça, c'est des gens extraordinaires, c'est des bénévoles qui sont là en permanence partout et ils n'ont pas le plaisir de piloter, ils sont là juste à nous attendre jour et nuit. Donc tous ces bénévoles, vraiment, je tiens à les remercier. Qu'ils soient commissaires, responsables de la sécurité et bien sûr les équipages, les insulaires ont été nombreux à participer au Tour de Corse Élite aux côtés des professionnels. On passait dans des endroits qu'on ne passe plus. 3 jours de course, 330 km. Ouais. Voilà. Donc oui, on le regrette. Oui, c'est sûr que ça amène beaucoup de choses. Après, le fait de l'avoir fait en plus avec la voiture qui était la nôtre,
Bon, là, encore une fois, on prépare l'avant-rallye et tout. Alors, déjà, être au départ avec tous les numéros, les autocollants, les partenaires, la famille et tout ça. Monter, passer les vérifications, être en reconnaissance et puis après prendre le départ et être à l'arrivée sur la place du Diamant. Je crois que voilà, ça donne des frissons encore même, quoi. C'est énorme. Hein. Et c'est là son plus gros palmarès. On a fini 3e du national, on a gagné le groupe A. Voilà, Mimi, ça s'en viendra toute notre vie, hein, avec toute notre famille autour. Pour nous, c'était le top. Mes plus beaux souvenirs, je ne vais pas citer les anciens, les 2 que j'ai fait en moderne, où, petit côté chauvin, on va dire, j'ai été porte-chance. J'ai été le porte-chance de mes 2 pilotes différents et j'ai fini pour mon premier 3e. Et pour le 2e avec Vincent, avec la Lotus Elise, on a fini 2e du national, avec derrière nous des Subaru, des Mitsubishi. Et c'était un rêve d'enfant qui a été réalisé. Et en plus, on est monté sur le podium. Donc là, c'est vraiment l'apothéose. L'aventure a duré jusqu'en 2019, année du dernier passage du championnat du monde sur l'île, laissant un immense vide dans le cœur des Corses, bien que certains regrettent la dimension devenue trop sport business des rallyes internationaux. Elle a voulu faire le dernier Tour de Corse WRC. On l'a fait en 2019. Et moi j'en ai fait 12 ou 13 à l'époque. J'ai détesté le 2019. Moi aussi. J'ai détesté parce que ça n'avait, pour un amateur, aucun intérêt. On est vraiment pris pour des faire-valoir. On est là pour payer, c'est tout. À l'époque, tu allais à Coins, chez Félicien Balèze, sur les montes. Il y avait Andruet, Darniche, Fréclin, tous les pilotes étaient là avec nous. On avait chacun nos chambres. Le soir, on mangeait tous ensemble. Là, tu ne les vois pas, les professionnels. Ils sont d'un côté, toi, tu es de l'autre. J'ai eu le sentiment d'être juste toléré. Pas accepté, toléré, c'est ça? Oui, il y a le côté prestigieux d'avoir un Loeb, un Ogier qui vient ici pour faire un rallye. Mais en tant que spectateur, en fait, pas en tant que concurrent. C'est vraiment 2 choses vraiment différentes. Au-delà des simples regrets sportifs, l'arrêt du Tour de Corse dans sa version moderne souligne à quel point le rallye pèse dans l'économie insulaire. La dernière année du Tour de Corse, en 2019, la Fédération française avait commandé une étude d'impact, si je peux dire. Et le résultat de cette étude, c'était 9,5 millions d'euros de retombées économiques directes. En gros, le montant de l'aide allouée par la collectivité aux organisateurs était de 1,2 million. Donc l'impact économique était très très important. Je pense que ça a été une grosse perte pour la Corse. Que ce soit économiquement, que ce soit pour faire connaître les régions touristiquement, il y avait des retombées énormes sur le Tour de Corse moderne. Et puis on n'a qu'à voir toutes ces associations sportives qui viennent rouler toute l'année, c'est parce qu'il y a eu le Tour de Corse moderne. On a eu des équipages japonais justement qui sont venus disputer à cause de l'impact médiatique du Tour de Corse. Et puis il y a des tas de spectateurs qui venaient voir le Tour et puis qui restaient une semaine après en vacances. Hein. C'est un rallye qui est mythique dans l'histoire du WRC et de perdre un rallye mythique pour un championnat, c'est jamais top. En plus, c'est un beau rallye dans un bel endroit. Alors il y a peut-être d'autres contraintes qui ont fait que ça n'y est plus. Mais oui, c'est un peu dommage. En tant que passionné, je regrette qu'il n'y ait pas d'une manche de championnat du monde en Corse. Mais bon, je n'ai pas les moyens et le pouvoir d'arriver à comme beaucoup d'autres. D'autres s'y sont essayés, c'est compliqué. Une part de la complexité à maintenir une manche du championnat du monde en Corse réside dans le coût d'organisation qui représente presque 3 millions d'euros. Ça coûte très très cher et la collectivité n'a pas voulu ou n'a pas eu le choix de continuer à financer à hauteur d'1,2 million par an le déroulement du Tour de Corse. Et ensuite, la redistribution des cartes au niveau de la FIA, qui a inclus des rallyes que je qualifierais d'exotiques, comme le Mexique, le Chili, l'Argentine. C'est des choix malheureusement politiques qu'on ne maîtrise pas. Si on refait un Tour de Corse aujourd'hui WRC, qu'est-ce qu'on recherche dans l'avenir? C'est d'avoir 20 voitures d'usine et pas d'amateurs, en fait. Voilà. Bon. Si on doit en arriver là, je dirais c'est pas grave que le WRC ne revienne pas. Développons plutôt l'historique en Corse et je pense que tout le monde se fera beaucoup plus plaisir et puis les Corses apprécieront d'autant plus.
Je crois qu'avec un Tour de Corse historique, les Corses se régalent parce qu'il y a 350 voitures au départ. Le dernier Tour de Corse en WRC, il y en avait 55-60. Ça veut dire que les gens ont le réflexe, ont tous le rêve de venir faire ce Tour de Corse. Alors, pour moi, ça fait partie du patrimoine de ce pays. Hein. Il y a des épreuves comme ça qui marquent des pays mondialement. Et je dis que pour la Corse, ça faisait partie de la fête et ça faisait partie des événements incontournables de cette île. J'ai envie de dire que quelque part, le Tour de Corse, c'est un patrimoine. C'est pour ça qu'il faut essayer de préserver tout ça, de préserver les épreuves, préserver même les villages qui ont été traversés, les tracés des routes. Peut-être à l'image, par exemple, d'une grande étape du Tour de France. Il y a des cols qui sont classés, il y a des mecs qui montent rouler en vélo toute l'année. Nous, ici, c'est un petit peu comme ça, la Corse. À travers le Tour de Corse, tu as des associations de véhicules anciens qui viennent rouler toute l'année. Et c'est un morceau de patrimoine, évidemment, oui, bien sûr, qui mériterait d'ailleurs d'être entretenu, développé en termes de patrimoine culturel, comme une étape dans l'histoire de la Corse, bien sûr, oui, c'est quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, il existe encore évidemment de très nombreuses générations qui l'ont vu, connu et vécu, mais le temps fait son œuvre, là aussi. Donc il y a un travail, je pense, de ce côté-là intéressant à faire, oui. Travail culturel et même touristique par rapport au Tour. Avec près de 70 ans de passion, le rallye fait partie de l'histoire moderne de la Corse. Cette discipline automobile a permis de tirer le meilleur du relief de l'île, à la fois splendide et vertigineux. Et puis quel autre sport aurait pu réunir ces traits de caractère propres aux insulaires, entre abnégation, courage et dépassement de soi. On peut même parler d'un art de vivre qui se perpétue sur cette authentique terre de rallye. Voilà pour ce doc Corse Terre de Rallye. On s'est régalé pour être suffisamment honnête avec la participation de nombreux pilotes, dont Jean-Pierre Nicolas qui est avec nous donc ce soir pour parler un petit peu du sport automobile et puis de l'histoire aussi que vous avez laissée. À vos côtés, il y a Pierre-Paul Baltolu. Alors là, j'ai quelqu'un qui a vécu de sa passion et quelqu'un qui rêve de vivre de sa passion. C'est à peu près ça. Exactement. On va parler justement, parce que c'est évoqué dans le documentaire, l'importance qu'a eu le Tour de Corse pour... pratiquement tous les habitants, on peut le dire, sur environ 70 ans. Et puis on va parler de la différence aujourd'hui de la pratique du rallye. Vous avez connu une période dite bénie du rallye, Jean-Pierre. C'était une autre façon d'aborder le rallye dans les années 70. Tout à fait. Même au courant des années 60, fin des années 60, en ce qui me concerne, le Tour de Corse à l'époque... c'était l'événement de l'année dans le sport automobile français. Donc, ça ne se vivait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un parc d'assistance. Toutes les voitures reviennent au parc d'assistance 2 ou 3 fois par jour. À l'époque, le Tour de Corse partait à 10h du matin, le samedi matin, et arrivait... le lendemain, un peu plus de 24 heures après. 24 heures de course non-stop. Mais on passait partout. C'était un vrai Tour de Corse. On passait dans des endroits reculés de la Corse. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, le Tour de Corse, c'est soit le Tour d'Ajaccio, soit le Tour de Bastia. Mais malheureusement, d'ailleurs, il est plus au programme du championnat du monde. Alors, à l'époque, on avait la chance de faire des reconnaissances qui duraient facilement 10 à 15 jours. Je ne veux pas dire qu'on passait 50 fois dans les spéciales. Certains, oui, d'autres un peu moins. On va dire que les pilotes professionnels, en moyenne, c'était 2 à 3 fois par spécial. On va dire 3 fois. 3 fois, c'était la bonne moyenne. Mais par contre, on roulait beaucoup de nuit, parce que c'était pas du tout dangereux. Il n'y avait pas du tout de circulation. Et puis il y avait aussi moins de voitures sur les routes à cette époque-là. Exactement. Évidemment. Et puis vous vous offriez aussi des petits intermèdes, c'est-à-dire que vous étiez connu dans tous les villages où vous passiez. On nous attendait tous les soirs, toutes les nuits, dans tous les villages. Alors, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, le Tour de Corse se déroulait toujours le premier week-end de novembre. Donc,
des feux de bois sur les places de village. Les gens nous attendaient, nous faisaient des châtaignes grillées, nous faisaient manger. Et on emmenait aussi tous les villageois, enfin pas tous, mais tous ceux qui en avaient envie, ils avaient le droit de faire un tour avec nous en voiture. Donc on a amené une grande partie de la chose complètement inenvisageable aujourd'hui. Inenvisageable, parce qu'aujourd'hui on a à peine le droit d'aller voir les pilotes dans le parc fermé. Une époque que vous n'avez pas connue, Pierre-Paul, évidemment. Non, et que je ne connaîtrai plus, je pense. C'est une autre façon d'aborder le rallye aussi aujourd'hui. Oui, quand vous entendez que 15 jours de reconnaissance avec seulement 3 passages, aujourd'hui c'est plus ça du tout. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Aujourd'hui on travaille avec les caméras à bord. Oui, on travaille avec les caméras, on a 2 jours de reconnaissance maximum, 2 passages maximum, une prise de notes, une correction. Ou si on arrive à avoir les notes avant avec des caméras, 2 passages de correction, mais pas plus. Et c'est sur 2 jours, 1 jour et demi. C'est pas plus que ça. Et puis on est tracé, on a un GPS, on a des horaires pour entrer dans les spéciales, on est coupé de ça, quoi. Bon, allez, voilà pour la partie un peu technique. Mais on va parler aussi de l'influence qu'a eu le Tour de Corse sur plusieurs générations d'insulaires, puisque beaucoup d'entre eux sont devenus des pilotes. Là, sur le plateau, j'ai quelqu'un qui a fait carrière dans le sport automobile en tant que pilote et en tant que team manager. Un autre qui rêve de faire carrière également, qui en est à tous ses débuts. Mais pendant votre carrière de pilote et ensuite de patron d'écurie, de Peugeot Sport pour ne pas la citer, vous avez rencontré pas mal de pilotes. Je voulais qu'on en ait un sur ce plateau aussi, parce que lui aussi, il a marqué l'histoire du rallye français et l'histoire du Tour de Corse. C'est Bruno Saby, vainqueur de l'épreuve en 1986. Bruno Saby, vous êtes avec nous, bonjour. Bien, bonsoir, oui, ça me fait plaisir de vous retrouver tous et d'entendre parler de ce Tour de Corse qui a marqué l'histoire des rallyes. C'est sûr que cette épreuve est tellement différente, tellement à part de tout ce qu'on faisait le reste de la saison. Bruno, vous avez remporté le Tour de Corse. C'est une année, c'est difficile de la fêter cette année-là en particulier, puisque c'était en 1986, avec un accident tragique qui finira par mettre au placard les fameuses groupes B, comme vous les avez connues. Mais est-ce que vous en gardez quand même même si c'est difficile, un souvenir vraiment particulier, en faisant abstraction du drame qui s'est déroulé cette année-là? Bien sûr, parce qu'on a été quelques privilégiés de pouvoir rouler avec ces autos d'exception. Ça a été une époque complètement différente de tout ce qu'on a pu connaître jusque-là. Et même maintenant, je pense qu'on ne peut pas comparer. C'est sûr que c'était des voitures surpuissantes qui étaient très légères, c'était pas la grande différence. Et on avait des dragsters sur la route, mais nous, on aimait ça, quoi. Et je pense que malheureusement, les amis qu'on a perdus, que ce soit Bétégué en 85, Toivonen Cresto en 86, on était tous pareils, quoi. On acceptait ce risque parce qu'on était conscient qu'on vivait des choses d'exception, mais malheureusement, on l'a payé cher. Et c'est sûr que, voilà, quoi, c'est toujours dur de reparler de cette année-là. Bon, je me souviens, Jean-Pierre était là, justement, dans l'équipe, et on a vécu un moment vraiment, vraiment très difficile. Alors, je préfère me souvenir de certains tours qui ont marqué vraiment l'histoire du Tour et qui m'ont marqué moi aussi. Bon, moi, j'avais eu la chance de le faire en amateur, qui s'appelait l'Île de Beauté en 69 et en 70 avec mon père. Et là, quand j'ai la chance maintenant de pouvoir revivre ce Tour, donc 50 ans après, même plus, grâce à l'historique, on en reparlera. Mais pour parler des tours qu'on a vécu, moi je me souviens en 80, quand j'ai fait pour la première fois vraiment le Tour de Corse complet, c'était en 80, il y avait 140 voitures au départ, on était 15 à l'arrivée. On passait le col de Verde et le col de Bavel en poussant la voiture dans la neige, quoi. Voilà, c'est des images que vous ne pouvez pas oublier, c'est des moments d'exception que l'on a vécu, et ça, il y a Corse qu'on pouvait le vivre, quoi. Et puis on avait cette chance, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, de vivre plusieurs semaines donc sur l'île avec tous ces fanatiques, tous ces passionnés. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. Dans nos voitures, c'était des moments vraiment qu'on ne pouvait pas vivre plus intensément que ce qu'on a vécu à cette époque-là. C'est ce que je voulais dire également, parce qu'on a vu pour la partie sportive, c'était vraiment aussi un défi physique, un défi pour tous les pilotes que vous étiez, mais c'est aussi une histoire de rencontre. Alors, je ne vais pas trahir un secret, mais quand je vous ai contactés tous les deux, Jean-Pierre et Bruno, spontanément, vous avez dit « Ah oui, mais on veut parler du Tour de Corse, on veut parler de la Corse, et on veut parler de cette Corse terre de rallye », parce qu'au-delà des résultats sportifs, c'est vraiment le relationnel qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, quoi. Mais justement, c'est ce que je disais, tous ces villageois
qui nous attendaient autour du feu de bois et qu'on emmenait après dans les voitures, c'est un souvenir inoubliable pour eux. Et alors, ce qui a fait la renommée du Tour de Corse, c'est qu'on partait, ça durait 24 heures, mais c'était 24 heures intenses. Aujourd'hui, c'est une succession de sprints de 20 à 30 km. C'est une façon 400 km d'épreuves spéciales. À l'époque, c'était 1200 km non-stop. Et on ne passait pas dans les temps des secteurs de liaison. Ça passait pas à zéro. Donc, vu qu'on était pénalisé tout le long, on était obligé de prendre des notes virage par virage sur les 1300 km du Tour de Corse. Et le coéquipier se tapait 1300 km de lecture de notes pendant tout le Tour de Corse. Ça c'était exceptionnel. Voilà. Ça fait l'épaisseur d'un dictionnaire à lire. Hein. Bruno, je vais quand même vous rappeler aussi un autre bon souvenir, parce que 86, effectivement, c'est une très belle victoire pour vous, parce que tous les pilotes que vous étiez ont tous rêvé de remporter cette épreuve. Mais je sais qu'il y en a une qui était très importante pour vous. C'est peut-être aussi l'épreuve qui vous a donné envie de faire du rallye. C'est le rallye de Monte-Carlo que vous allez remporter 2 ans plus tard. Ça aussi, c'est un très beau souvenir. Bah, bien sûr, parce que moi, ma passion, elle a débuté grâce au rallye de Monte-Carlo qui passait dans ma région. Moi, je suis grenoblois, j'ai la chance de voir passer les plus beaux rallyes et les plus grands pilotes qui venaient pour la Coupe des Alpes, entre autres, le Lyon Charbonnière, le Neige et Glace, etc. Il y avait une 10-12 rallyes qui passaient par an à Grenoble, dont le rallye de Monte-Carlo, et c'était le plus fascinant. C'était l'épreuve la plus importante, la plus populaire, et tout le monde venait, que ce soit les passionnés ou les non-passionnés, étaient dans la Chartreuse, dans Beldon, dans le Vercors, à passer la nuit, à suivre. C'était une ambiance exceptionnelle. Ce que je vais dire, Bruno, sur le Tour de Corse. Ce que je vais dire, Bruno, c'est qu'en tout cas, vous avez gagné les 2 plus belles épreuves du championnat du monde des rallyes. Bon, aujourd'hui, comme j'aperçois du green derrière, apparemment, le pilote s'est converti dans le golf, apparemment. Vous étiez dans une compétition, c'est pour ça que vous n'êtes pas au plateau avec nous aujourd'hui. Eh bien oui, malheureusement, ouais, j'aurais bien aimé être avec vous, mais voilà, j'ai ma préparation physique à faire pour pouvoir faire le rallye de Tour de Corse. Historique, vous allez revenir. Il faut être en forme, hein. Alors donc je m'entretiens en faisant du golf. Je ne fais pas en voiturette, je le fais à pied. On fait de belles rencontres aussi. Et il y a Alain Oreille aussi, qui est un très bon golfeur. Hein, et puis qui, chaque année, en tout cas, est vite sur le Tour de Corse. Alors j'ai dit, cette année, on va faire différemment. Au lieu de le faire en régularité, comme j'avais l'habitude de le faire, parce qu'on pouvait monter des classements par équipe pour mon association que je parraine, et Parents le cancer. Et là, du coup, cette année, eh bien, je vais le faire avec une voiture qui me permettra de le faire en chrono, quoi. Voilà, je vais le faire en vérité cette année. Eh bien, on va vous retrouver donc au mois d'octobre au volant d'une Subaru Legacy, hein, si j'ai bien retenu la leçon. Bravo pour votre performance golfistique, puisque vous avez remporté l'épreuve d'aujourd'hui. Monsieur Sabi reste un compétiteur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour parler de cette Corse Terre de Rallye. Et on se verra donc au mois d'octobre. Merci à vous. Eh ben, j'attends avec impatience de vous retrouver. Merci en tout cas de soutenir cette épreuve. Bravo. Ça sera avec plaisir. Hein. On sent encore la passion. Ce sont vos aînés. Quand vous les entendez parler, Pierre-Paul, on sent qu'il y a toujours cette flamme. Hein. Ah oui. C'est des histoires magnifiques. Ils ont vécu des choses que moi et tous mes copains, on aurait rêvé vivre. Et à chaque fois qu'on en parle, on aurait aimé être à cette époque-là. Et on se contente de la nôtre, mais c'en est une autre. Vraiment, c'est une autre façon aussi d'aborder le rallye. C'est totalement. C'est complètement différent. L'approche que vous avez aussi du rallye, je sais que la nouvelle génération aujourd'hui, bon, au-delà de vivre avec toutes les aides et informatiques et numériques qu'on peut avoir aujourd'hui, vous avez une autre façon d'aborder le rallye aujourd'hui. C'est-à-dire que la préparation se fait différemment, même quand on est un amateur. Tout à fait. C'est totalement différent. Moi, ce que j'admire dans leur époque à des gens comme Jean-Pierre et comme Bruno, c'est qu'ils arrivaient à en faire leur métier, mais tout en prenant un plaisir fou et à vivre des choses merveilleuses. Aujourd'hui, pour en faire notre métier, ça devient vraiment... C'est compliqué, il faut vraiment être 100%. C'est de l'entretien, c'est préparation physique, morale, il y a tout qui rentre en compte. Et c'est aujourd'hui, quelqu'un qui va en faire son métier, c'est plus compliqué. Et je pense qu'il y a moins de, je sais pas comment dire, mais c'est moins pétillant que leur époque à eux. C'est pas que c'est moins pétillant, c'est beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dur parce que la vie est beaucoup plus chère. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'avais son âge, je débutais en R8 Gordini. J'étais vendeur chez Renault avec un secteur, je vendais des voitures, mais j'avais pas les sous pour aller faire des rallyes. Et j'arrivais à trouver des clients qui avaient une R8 Gordini
dont un était prof de physique à la fac. Il allait travailler tous les jours à la fac avec sa Eric Gordini. Je lui dis, si tu veux, tu me prêtes ta voiture, on va faire un rallye, tu te mets à côté. Il me dit, OK, on est allé faire le rallye Mistral, on a gagné le scratch. Aujourd'hui, c'est impossible avec une voiture de tout. Je sais pas, une Mégane RS qui est à peu près l'équivalent de ce que pourrait être une Eric Gordini de l'époque. Tu pourras jamais gagner un rallye aujourd'hui, c'est pas possible. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'on peut plus aller au boulot avec une voiture, avec des arceaux, des braquettes, etc. Ça n'existe plus, tout ça. Voilà. Donc la vie a bien changé et c'est quand même beaucoup plus facile pour nous. C'est quand même autre chose. Là, on a vu quelques images là, du Tour de Corse, les années 80, vous les avez vécues, les années 80. Ouais. On dit que c'est l'âge d'or du rallye. L'âge d'or, c'est les années 70 et les années 80. 80 parce qu'il y a eu les 90, les groupes mythiques. Et même 90. Et je dirais que le début des années 2000, alors c'était des rallyes modernes déjà, avec les points d'assistance, où il fallait faire des boucles autour d'un même point d'assistance. Le fameux trèfle. Oui, le fameux trèfle. Mais le début des années 2000, avec la bagarre Peugeot, Ford, Citroën, c'est là qu'est sorti Loeb, c'est là qu'est sorti Gilles Panizzi. Le début des années 2000, ça a été très beau pour le rallye. Mais les plus belles années, c'est les périodes 70-80. Là, c'était vraiment magnifique, où on vivait, comme on vient de l'expliquer, avec les gens. On avait le temps. On avait le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Ils partent, ils ont 4 jours pour tout faire, le rallye, les recos. Ils n'ont pas le temps de s'attacher, d'aller discuter avec les gens du coin. Malheureusement. Pierre-Paul, lui, qui a fait le choix aussi de courir, notamment en Italie, on retrouve à peu près le même style de public et de supporters, en tout cas pour l'automobile et pour le rallye. Oui, moi j'ai eu la possibilité de rouler 2 fois en Italie. On a été super bien accueillis. Les gens, c'est pareil, ils nous attendent dans les spéciales. Ils sont super contents de recevoir le rallye. Après, c'est du rallye qui reste des rallyes plaisir, des nationaux qui sont équivalents en France ou chez nous. C'est pas pareil. En championnat de France, c'est pas possible. Alors, on l'a vu dans ce documentaire-là en particulier. On évoque le Tour de Corse historique, puisqu'on se dit que c'est peut-être ce qui permettra de maintenir un petit peu la flamme des passionnés, puisque c'est une façon d'appréhender la compétition un peu comme c'était avant. Et on se rend compte que depuis quelques années maintenant, même les jeunes s'y mettent. Le rallye historique, avec des véhicules qui ont plus de 30 ans, a de plus en plus de succès, y compris populaire. Oui, énormément. À tel point qu'il y a, je crois, 350 ou 400 engagés, 50 en liste d'attente. Mais pourquoi ? La plupart sont des gens, c'est pas des jeunes de 20 ans, c'est très rare. Je commence à voir une jeune génération. Il y a un pilote que vous connaissez qui s'appelle Tom Pierry, par exemple, qui a débarqué sur un Tour de Corse historique. C'est exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup. Il commence à y en avoir malheureusement. Mais j'espère qu'ils vont venir. Mais aujourd'hui, tout le monde loue des voitures qui sont plus ou moins chères, et il faut déjà avoir une petite situation dans la vie pour pouvoir se permettre de se payer un Tour de Corse historique. Alors je vais peut-être m'inscrire un peu en faux, parce que c'est vrai que pour aller chercher une victoire, il faut de très grosses voitures, même en historique. Par contre, c'est la possibilité, on l'a vu dans le documentaire, on a vu par exemple Vincent Reynaud qui est parti d'une épave, qui a reconstruit une Austin Mini Cooper pour faire le Tour de Corse avec. Et on peut trouver des petites autos qui restent abordables même dans le monde de la collection pour participer à un événement comme le Tour de Corse. Ça, c'est une façon de faire du rallye à l'ancienne, comme on faisait à notre époque. C'est les copains qui aidaient à monter la voiture dans une remise, dans un truc comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Mais le garçon en question, Renault, malheureusement, il ne pourra pas gagner le scratch avec une Mini, parce que le matériel ne lui permet pas. Mais ça permet quand même d'avoir 200, 300, 400 personnes au départ de ces rallyes historiques qui se régalent. Non, mais sans chercher la gagne, se faire plaisir, rouler vite sur des routes extraordinaires. Et en même temps, pourquoi pas trouver quelques partenaires, parce que c'est un bel endroit aussi pour trouver des partenaires. Même si c'est compliqué. On a aperçu aussi dans ce documentaire des gens comme Bruno Sabi qui est avec nous tout à l'heure, comme Sébastien Loeb, dont était fan Pierre-Paul, comme Didier Auriol, le premier pilote français à être champion du monde. Et puis aussi, il y avait un certain Bernard Darniche que vous avez bien connu, car quand vous remportez le Tour de Corse en 1973, inscrit au championnat du monde, on vous appelle les Musketeers. Les Anglais vous appellent parce que ce sont les pilotes français qui trônent au sommet mondial. Et oui, parce que c'est la première année du championnat du monde, et on est les premiers champions du monde français des constructeurs. Il y avait Jean-Luc Terrier, Bernard Darniche, André et moi. Voilà. Donc c'était la première année du championnat du monde. On nous appelait les mousquetaires parce que c'était tous pour un pour tous.
Et encore une fois, ça a continué un petit peu après, parce que Bernard Darniche était passé chez Stratos, chez Lancia. Bernard, c'est un des rares pilotes qui a gagné le Tour de Corse 5 fois. Peut-être Didier Auriol et Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Hein? D'ailleurs, parenthèse pour Bernard Darniche. Et Ogier aussi. Puisque c'est lui qui a lancé aussi, Pierre-Paul l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui on parle beaucoup de préparation physique. Bernard Darniche a été un des premiers à dire il y a l'entretien physique avant d'être un bon pilote. C'est le seul à notre époque, donc il y a 60 ans. Hein. Ouais. Moi j'ai fait mon premier Tour de Corse en 1964. Vous ne les faites pas. Il y a pile 60 ans. Et Bernard Darniche était le seul à notre époque à faire du sport. Nous on était plus forts au restaurant que lui. Et lui, en sportif, c'était un grand sportif. Bon, il n'y avait pas que le coup de fourchette qui était bon, le coup de volant aussi, apparemment. Ouais, non, mais à l'époque, on ne s'attachait pas à la préparation physique, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est incontournable, Pierre-Paul. Non, c'est incontournable. Ouais. Et alors, à des époques intermédiaires, moi j'aime bien parler de Gilles Panizzi, parce que Gilles, il dévorait le besoin de victoire, il mangeait la route. Et c'était sur l'asphalte, ça a été un des meilleurs pilotes français. C'était à l'époque des Peugeot, des 306 et après avec la 206. Lui aussi, il a marqué son époque sur l'asphalte et notamment au Tour de Corse. Tarmac Master. Tarmac Master, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le spécialiste de l'asphalte et il était quasiment imbattable avec de très belles autos à l'époque qui sont devenues mythiques aujourd'hui. 306 Kit Car, aujourd'hui ça fait rêver beaucoup de monde. Au point que Sébastien Loeb ne jure que par cette voiture. Oui, d'ailleurs qui court donc avec une petite mamie maintenant. Hein. Et Pierre-Paul, est-ce qu'on le verrait peut-être un jour sur un rallye en historique? Ah oui, ça fait déjà quelques temps que j'ai envie. Après, il ne faut pas trop s'éparpiller. On a quand même quelques objectifs, donc on essaye de garder le cap. Mais c'est vrai qu'un Tour de Corse historique, ça reste un rêve. Il y avait un challenge promotion donc, qui était envisagé, ça sera pour l'année prochaine? Oui, l'année prochaine. On est sorti de la route au début d'année. Donc tout a été remis en question. On s'est blessé, on a loupé la première du championnat. Et du coup, on a dit, bon, mais c'est pas plus mal. Encore une année de préparation et on arrivera plus fort l'année prochaine. Alors le conseil de l'ancien patron d'écurie que vous étiez, un jeune pilote comme ça qui veut en faire son métier et qui veut faire du rallye tout au long de l'année. Ouais. Le meilleur conseil qu'on peut lui donner, ce serait quoi? Eh bien, je voulais justement dire que j'ai l'impression qu'il prend le bon chemin. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui veulent commencer par des grosses voitures pour gagner. Il a compris. C'est pas le seul, parce qu'il a un copain que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom Pierry, c'est un petit Marseillais, qui a la même démarche. Il faut commencer par des voitures de base. Là, il démarre avec une Clio. C'est une des voitures qui coûte le moins cher pour débuter la compétition, pour acquérir de l'expérience, et progressivement, il va monter. Et ça, c'est la bonne démarche. Laissons les grosses à ceux qui ont plus de moyens, et je suis sûr que dans pas longtemps, on entendra parler de lui. C'est obligatoire. Gilles Panizzi vient de là, Didier Auriol vient de là, Sébastien Ogier, pareil, tout le monde vient des formules de promotion, c'est-à-dire des voitures de base, et après on prend de l'expérience, et après on saute l'échelle au-dessus. Ce qu'il faudra aussi en France, c'est un peu à l'image des Finlandais qui eux l'ont compris et assez tôt, des pilotes qui ont réussi en Finlande parraine un jeune pilote. Peut-être que si en France on lançait un petit peu le système aussi, ça filerait un petit coup de main pour les jeunes. Je crois que ça s'était fait à l'époque. Je crois que la fédération, sous la houlette du président Régis à l'époque, c'est comme ça que Sébastien Loeb est sorti. Il avait fait les formules de promotion. Il avait été aidé ensuite par la fédération pour conduire une Toyota un peu comme les Toyota d'usine. Il est sorti exactement comme ça. Et puis après, Guy Fréchelin a cru en lui. Sébastien Loeb, c'est le grand Sébastien Loeb qui vient de la base. Hein. On va terminer avec un point commun que vous avez même avec Bruno Sabi, tous les deux. Vous savez lequel c'est ou pas du tout? À part l'amour du rallye, évidemment. Hein. On connaît... Vous êtes monté avec qui en voiture pour la première fois? Pour un rallye? Je crois que c'était avec votre père. Oui, moi j'étais coéquipier de mon père. Pierre-Paul, vous êtes monté avec qui pour la première fois en rallye? Avec mon père. Voilà, et Bruno c'est pareil. Donc c'est une histoire de famille, comme on l'a vu dans ce documentaire. Donc Corse, terre de rallye. Petit clin d'œil à la famille Rossi aussi, hein, du grand-père au petit-fils. Ils sont tous dans le rallye. On a un autre point commun.
Lequel? Pierre Peretti. Ah bah oui, évidemment, incontournable. Les familles Simonetti, Rossi, Salini, Peretti, voilà, toute encore une génération de passionnés de rallye. Merci à vous, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié et le documentaire et le petit débat que l'on a eu tous ensemble, osons dire, entre passionnés. Merci de rester sur France 3 Corse via Astel et on se retrouve très bientôt. Au revoir.